Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand le néolibéralisme invente des parcs à thème éducatifs pour les enfants, ça donne Kidzania, des parcs qui sont encore méconnus en France mais présents dans une trentaine de pays. L'ethnologue Sophie Corbier y a plongé, c'est vertigineux. Elle est l'invitée du Grand Oral pour le livre saisissant qu'elle consacre au sujet, La ville des enfants. L'Anti-Sèche des Maguessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaires et programmes d'histoire. C'est en effet un 26 avril que survenait l'un des plus graves accidents nucléaires de l'histoire, celui de la centrale de Tchernobyl. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on retrouve le sourire et ce geste sympathique d'une marque de basket à l'attention d'un ado à la morphologie hors norme. Et puis enfin, Marie-Olivier répare l'histoire dans son cours particulier. Quand on parle pédagogie Freinet, on pense souvent à Célestin Freinet et plus rarement à Élise, sa femme, qui pourtant a eu un rôle déterminant. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage dans la quotidienne et à dire vrai, je ne sais pas s'il s'agit d'un voyage paradisiaque ou d'un voyage au bout de l'enfer. Ce voyage, il va nous mener essentiellement à Santiago du Chili et à Dubaï, mais il pourrait tout aussi bien concerner une trentaine de métropoles, celles qui accueillent les parcs d'attractions Kidzania. Et si on vous en parle ici, c'est car leur promesse principale est d'éduquer les enfants. J'ai mis des petits guillemets dans la présentation de cette émission. On va voir si ces guillemets sont mérités. L'ethnologue Sophie Corbier leur consacre un ouvrage. Il est paru aux presses universitaires de France sous le titre La ville des enfants. Elle est l'invitée du Grand Oral. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Sophie. Bonjour. Il existe donc une trentaine de parcs Kidzania, mais ils sont tous à peu près sur le même modèle. Vous nous faites une visite en 1 minute? Oui, très bien. Alors, c'est des parcs qui se situent, donc, comme vous l'avez dit, dans des grandes métropoles, dans les quartiers privilégiés de ces grandes métropoles et dans les malls, c'est-à-dire dans des énormes centres commerciaux de ces grandes métropoles. Une fois qu'on est dans le mall, on rentre dans un espace fermé qui a la forme donc, d'une mini-ville. Fermé, c'est-à-dire qu'on a un faux plafond, hein, on est complètement isolé. Il est peint en bleu, quoi. Exactement, on est isolé de l'air libre, on va dire. Et dans ces villes, eh bien, on trouve tout ce qu'il y a d'une ville, des passages piétons, des feux signalétiques, des panneaux indicateurs, des noms de rues, etc. Avec des boutiques, c'est sur 2 étages. Et ces boutiques sont réduites à, je crois que c'est 2/3 à peu près, pour que ce soit mis à hauteur des enfants. Dans ces boutiques, on a des vraies entreprises ou des vraies institutions publiques présentes qui proposent aux enfants de jouer à travailler. Donc on peut jouer chez Petrobras au Chili, on peut jouer chez Nivea, on peut jouer chez McDo. C'est le Total chilien. Brésilien. Brésilien, voilà, pardon. Voilà, exactement. On a le même aussi à Dubaï, enfin pas Petrobras, mais la compagnie locale. On peut être chez Pizza Express à Dubaï et donc on joue à travailler. On gagne avec ce travail des Kidzos. Les Kidzos, c'est l'argent. Ouais, c'est la monnaie locale. Voilà. D'ailleurs, je vais vous redire bonjour, j'aurais dû vous dire Kai. Exactement. Kai, Sophie. Kai, Emma. Super. Et vous pouvez ajouter Have a productive day. Have a productive day. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les parcs. Oui, il y a aussi toute une codification du langage par les animateurs. Ouais, un passeport pour devenir kidzanien, qui est en fait un peu une manière de fidéliser les enfants, avec différents niveaux de passeport. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous prenez l'avion, vous pouvez être en business, en classe éco, etc. Et donc il y a des passeports qui sont différenciés. Selon combien j'ai payé à l'entrée? Selon combien j'ai payé et selon aussi le niveau de travail. C'est-à-dire qu'on peut upgrader si on a beaucoup travaillé et ça permet de gagner plus après et de dépenser moins. Donc, alors pour travailler, on va jouer à travailler, mais on va faire des choses malgré tout. Si je prends l'exemple du journalisme, parce que j'ai regardé, voilà, donc il y a des articles un peu préécrits, si j'ai bien compris, par la machine, on remplit un peu les trous, mais quand je pars à la fin, j'ai ma feuille de journal avec mon article, voilà, c'était mon travail, et on me paye pour avoir fait cet article. Exactement. Alors, vous avez parlé de journalisme, mais il y a aussi, on peut être garagiste, pilote de ligne, hôtesse, voilà, mais il peut avoir aussi nettoyeur de surface, femme de ménage dans un hôtel, donc c'est vraiment une très grande gamme de métiers. Vous en donnez d'ailleurs, la liste, elle est assez impressionnante. Ils ont quel âge les enfants? Parce que j'allais vous dire, ça a presque un petit côté salon d'orientation par l'expérience, quoi. Ouais. Alors ils ont entre 4 et 14 ans. D'accord, c'est pas un salon d'orientation. Non, pas du tout. 4 ans, c'est un peu dur, parce que ça demande quand même certaines compétences pour rentrer dans les jeux de rôle. On en parlera certainement. 14 ans, ils commencent à être un peu grands. Donc là où ils s'amusent beaucoup, c'est entre 6, 7 et 11, 12 ans. Voilà. Ouais, c'est vraiment un terrain de jeu grandeur nature. La ville, c'est un théâtre de jeu classique, vous le rappelez, parce que c'est le théâtre de jeu du Monopoly, typiquement, mais aussi de SimCity quand on est dans les jeux en ligne, de GTA, etc. On joue beaucoup dans la ville. C'est votre spécialité, la ville, en fait. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé sur la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville, c'est un motif d'abord global, universel. Et puis depuis très très longtemps. Très vite, les hommes ont construit des villes et on en trouve partout. Et la ville, c'est là où se jouent aussi des projets sociaux, des projets politiques. Donc, c'est pas étonnant que les jeux investissent, et surtout celui-là, ce motif de la ville. Ça permet de déployer aussi des narrations et
et des scénarios. Narration, on l'aura compris, qui dans le cas de Kidzania est très libérale. Alors, le modèle qu'on vend, c'est quand même celui du néolibéralisme. C'est un modèle qui met en scène ce qu'on peut appeler la société de marché, puisqu'il s'agit de vendre sa force de travail pour gagner de l'argent. Et pour consommer, on retourne sur le marché, puisqu'on achète des biens aussi avec ses kidzos. On peut par exemple soit s'acheter un service, se faire poser un plâtre. Alors c'est vrai qu'en France, c'est souvent public, la santé, mais par exemple à Santiago du Chili ou à Dubaï, c'est payant. Ou alors on peut aussi payer son diplôme. L'éducation est aussi payante dans ces pays. Donc voilà, on peut dépenser ses kidzos comme ça aussi dans le parc. Et si vous citez Santiago et Dubaï, je l'ai fait aussi, c'est parce que ce sont les deux terrains sur lesquels vous avez passé le plus de temps, mais je crois que vous en avez visité un ou deux autres. Non, j'ai visité aussi celui d'Abu Dhabi. Voilà, que vous citez d'ailleurs. Et voilà, il faudrait que j'aille à celui, il y en a deux en Europe. Voilà, Londres et Lisbonne, c'est ça. Ouais. Bon, Paris, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. En tout cas, ils avaient annoncé le projet, mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait et on n'en entend plus parler. Les malls, ces grands ensembles dans lesquels se loge Kidzania, j'ai appris en vous lisant qu'ils avaient été inventés par un architecte socialiste. C'est un peu raté quand même, Victor Gruen. C'est très Il voulait vendre une idée du vivre ensemble, de la socialisation. Il était autrichien, il a immigré dans les années 30 aux États-Unis, c'était un architecte. Et le mall, dans son esprit, c'était une manière de redonner de la vie aux banlieues américaines qui se trouvaient un peu tristounettes. Et donc, il y avait un projet de fabrique de la ville et d'une sociabilité dans le mall. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il avait un constat un peu amer. Il a un peu déprimé, ce garçon. Voilà, les deux mots. Edutainment, c'est un concept qui est au cœur de ces parcs Kidzania. Edu comme éducation, education, tainment comme entertainment, les loisirs. On continue à en parler avec Sophie Corbier, juste après l'anti-sèche, Emma Guessel. On ira à Kidzania un jour. Oui. Sujet beaucoup plus sérieux dans l'anti-sèche aujourd'hui. Enfin, plus sérieux. Kidzania, c'est très sérieux, mais plus sérieux que la blague que je viens de faire. Nous sommes le 26 avril. Et c'est un 26 avril en 1986 qu'explose un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. C'est le pire accident nucléaire de l'histoire. Et les élèves l'étudient au cours de leur scolarité. Oui, il est 1h23 du matin ce 26 avril 1986 lorsqu'une erreur de manipulation lors d'un test de routine entraîne une surchauffe du réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Surchauffe qui provoque une explosion et un immense incendie. Une quantité immense d'éléments radioactifs est alors libérée dans l'atmosphère. Tchernobyl, on est en Ukraine. Absolument, on est tout près de la ville de Pripyat en Ukraine, qui à l'époque faisait partie de l'URSS. La ville est située à 130 km au nord de Kiev. Elle a été construite dans les années 70 pour y accueillir les ouvriers de la centrale, justement, et leurs familles. Les conséquences ont été absolument dramatiques, mais ça, on ne l'a su que plus tard, parce que les autorités, dans un premier temps, alors même que Gorbatchev est premier secrétaire du Parti communiste soviétique, théoriquement c'est la glasnost, la transparence, mais là, on va y aller doucement. On a même dit que c'était à partir de Tchernobyl que ça s'est vraiment déclenché. La glasnost. Voilà. Mais au début, elle ne se démarre pas. Absolument pas. Ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Ils ne voient pas. Il y a un grand moment de flottement et Mikhail Gorbatchev n'est même pas mis au courant tout de suite. Pourtant, c'est une véritable catastrophe. On estime que les émissions qui ont lieu immédiatement après l'explosion ont été d'une intensité équivalente à 200 bombes comme celle d'Hiroshima. C'est dire la violence inouïe de l'explosion. D'ailleurs, les pompiers qui ont été envoyés sur place juste après l'explosion, ceux qu'on a envoyés pour éteindre l'incendie, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont soumis à des niveaux très élevés de radioactivité. Certains meurent donc sur le coup, d'autres dans les mois qui suivent, les années qui suivent, et ceux dans d'atroces souffrances. Témoignages glaçants, mais néanmoins très intéressants pour comprendre ce qui s'est passé, que l'on peut retrouver notamment dans le livre La supplication de la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015. Et c'est notamment ces témoignages dont se sont inspirés les scénaristes de la série à succès de Tchernobyl. Série de la BBC absolument remarquable qui était disponible sur OCS, je ne sais pas s'il y est toujours. Débute alors une longue phase de décontamination, encore une fois au péril de milliers de vies. Absolument, même si encore une fois le chiffre avancé par les autorités russes ne dépasse pas une 60aine de morts. Le bilan officiel, lui, est pourtant bien supérieur et pourrait atteindre les 100 000 morts selon Greenpeace, parce que la radioactivité entraîne des maladies. Dans les pays les plus touchés comme la Biélorussie, l'Ukraine ou la Russie, on a constaté une hausse des cancers de la thyroïde et des leucémies dans les années 90. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Russie ou l'Ukraine qui sont touchés, par définition. On se souvient de ce bulletin météo en France, quelques jours après l'explosion, où la speakerine expliquait qu'en fonction du vent et de l'anticyclone... Le gouvernement nous a expliqué que ça s'était arrêté à la frontière. Exactement, il y avait un fameux stop. Vous dites on se souvient, mais vous étiez toute petite. Moi, j'étais grand, moi. Vous en souvenez, c'est pas le stop. Ouais, stop. Voilà. Ça passe pas à l'Alsace. Absolument.
sent que voilà, il s'est pas du tout arrêté aux frontières de l'Europe, ce nuage. Et la Suède a été le premier pays à avoir été alerté quelques heures après l'explosion. Et tous les autres pays européens ont également été touchés. Et en France, alors j'ai lu ça, il restait même encore des dépôts radioactifs détectables en 2016 dans l'est du pays, selon l'IRSM, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Que reste-t-il aujourd'hui de ce site de Tchernobyl ? Bien, un sarcophage en béton avait d'abord été placé sur le réacteur dans les 6 mois qui ont suivi l'explosion, mais il menaçait de s'écrouler et de libérer des substances radioactives. Donc il y a un fonds qui a été créé par la communauté internationale pour en financer un nouveau. Et donc depuis, il y a une arche qui a été construite, mais sa durée de vie et de protection est estimée à 100 ans minimum. Eh bien, merci beaucoup, tout ça dans les programmes d'histoire. Tchernobyl. Grand oral, Kidzania, on va recommencer à s'amuser. Une trentaine de parcs dans le monde, plus de 60 millions de visiteurs. Alors ça, c'était au dernier comptage. Je crois que c'était 2019 quand vous aviez récupéré les chiffres, donc ça doit être beaucoup plus. Des ouvertures sans cesse annoncées, Kidzania, la ville des enfants. Et sa promesse est donc d'éduquer. Et vous dites qu'un des ressorts de tout cela, c'est évidemment la volonté des parents de préparer le futur des enfants et qu'il y a cette quête de rentabilité éducative dans le monde entier. Ouais. En fait, si ça marche aussi bien, c'est qu'effectivement, on est dans un moment où cette question de comment éduquer ses enfants est devenue une question mondiale, notamment dans les secteurs les plus privilégiés, certainement, qui sont les secteurs auxquels s'adressent ces parcs. C'est plutôt des familles aisées qui vont dans ces parcs. Et il y a ce souci des parents, même parfois cette angoisse, de trouver les bonnes écoles, de trouver les bonnes compétences, de leur faire les bonnes activités de musique, de sport, etc. Donc on voit que, d'ailleurs il suffit de regarder un petit peu autour de nous, on voit ça aussi, que voilà, cette question de l'éducation des enfants est devenue un souci. Et donc les Kidzania répond à ça. Exactement, comme plein d'autres lieux, d'ailleurs, le musée, enfin les musées pour enfants, de la science, il y a plein d'endroits aujourd'hui qui offrent des loisirs éducatifs, comme on dit, aux enfants. Et c'est plutôt bien fait. C'est extrêmement bien fait. Ça renvoie effectivement à la question du travail, qui est une question importante pour les parents. C'est-à-dire qu'on va à l'école aussi pour se préparer à un métier. Et du coup, pour les parents, c'est une manière pour eux d'aborder, et d'ailleurs c'est un peu la promesse aussi de Kidzania, la vraie vie. C'est quoi la vraie vie des adultes ? C'est travailler, c'est consommer, c'est gagner de l'argent. Et donc de les préparer à cette vie, c'est un peu ce que propose, enfin c'est pas un peu, c'est ce que propose Kidzania, d'apprendre la vraie vie en s'amusant. Avec des dispositifs pédagogiques qu'on croise régulièrement d'ailleurs dans cette émission, apprendre par le faire, le learning by doing, apprendre en jouant, tout ce qu'on appelle la gamification d'un tas d'activités. Donc finalement, on est au cœur d'approches alternatives, pas forcément neuves d'ailleurs, mais en tout cas très à la mode en ce moment dans le monde, enfin dans certaines parties du monde éducatif. La base de la pédagogie de Kidzania, c'est le jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est effectivement, alors c'est intéressant parce que c'est faire comme, donc c'est imiter, ce qui est un truc très très ancien pour les enfants. Les enfants adorent imiter. Ils n'ont pas besoin de Kidzania pour jouer aux gendarmes et aux voleurs, à la maîtresse, aux cuisiniers, etc. Voilà, donc c'est un registre ludique très très ancien et sur lequel repose Kidzania. Mais c'est aussi faire comme si, c'est-à-dire rentrer dans l'imagination. Et c'est pour ça que les enfants aiment bien, ils adorent imiter et ils adorent aussi rentrer dans ils ont des compétences fictionnelles que d'ailleurs nous, les adultes, avons souvent perdues. Essayer de jouer avec un enfant longtemps, c'est on raconte une histoire, on s'invente un monde. Voilà, donc Kidzania joue en fait un peu sur les deux tableaux. Mais vous le dites pourtant, l'ambiance n'est pas à la promenade, on ne flâne pas. Non. Les enfants que vous observez, ils sont Alors d'abord, occupés. ils sont, on va dire, presque drivés par le dispositif. Il y a les rues, puis il y a tous ces locaux dans lesquels ils vont travailler. Et puis c'est un temps un peu chronométré, c'est des activités qui durent 5, 10, 15 minutes. Et on leur demande de produire quelque chose. Quand ils passent, quand vous les voyez passer, ils sont pas, c'est pas des enfants... ils sont concentrés. Ils sont concentrés, voilà, c'est ça. Voilà, ils apprécient, pour autant ça peut être sérieux, ça peut être une activité. D'ailleurs, ils connaissent très bien les activités. Les enfants me disaient oui, c'est une activité comme parfois au centre de loisirs, etc. Donc ils savent que donc c'est quelque chose de sérieux, mais ils prennent plaisir parce qu'il y a à produire quelque chose. Ils adorent produire des choses. Ils repartent avec quelque chose, voilà. Et ils aiment ils ont aussi ce plaisir que nous on peut ressentir, les adultes, à faire un travail bien fait. Et quand ils ont l'impression d'avoir bien fait leur travail, ils se sentent satisfaits. On sent, il y a aussi une couche de discours sur la citoyenneté à Kidzania. C'est quand même très malin, parce que tout ça est quand même payé par des entreprises, et les marques sont omniprésentes. Mais
on va vous raconter que tout ça, ça favorise le vivre ensemble. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le récit, c'est de dire que Kidzania est une nation pour enfants. C'est autonomiser des adultes. Hein, et donc, en tant que nation, elle a ses propres citoyens, les Kidzaniens. On n'est pas, donc on devient Kidzania, effectivement. C'est intéressant parce qu'on pourrait croire que ce mélange des genres entre marché et citoyenneté, c'est bizarre, c'est pas très bien. Mais en fait, ça fonctionne comme ça dans la vraie vie aussi. Il y a plein d'endroits où pour avoir un permis de résidence, si on investit, par exemple, la Grèce a mis en place un visa d'or. Et selon l'investissement... 250 000 € je crois, à une époque. Voilà, selon les niveaux d'investissement, on peut avoir des... 5 ans, 10 ans de droit de résidence. Ouais. Et par ailleurs, on sait que nos passeports ne sont pas égaux pour circuler, qu'il y a une sorte de marché des passeports, et mieux vaut être français aujourd'hui que sud-américain ou syrien, par exemple. Donc finalement, que Kidzania vous dise... Le passeport est lié au fait de travailler, de gagner de l'argent, de le dépenser. Là encore, ça a du lien avec le réel, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que juste pour dire, dans certains parcs, et notamment ceux de Mexico, qui est le pays de naissance de ces parcs, ils vont un peu plus loin dans la citoyenneté parce qu'il y a des parcs où on peut payer des impôts, ce qui n'est pas le cas à Dubaï et à Santiago, mais ça veut dire que c'est aussi un souci éducatif de dire payer des impôts pour la nation. Contribuer à la collectivité. Exactement. En résumé, ces parcs présentent comme une ville des enfants où ces derniers feraient, en s'amusant, l'expérience du travail, de la consommation et de l'argent, un lieu où ils pourraient acquérir des compétences qui les aideraient à grandir, un espace sécurisé pour lequel les parents peuvent laisser leur progéniture jouer en toute tranquillité. C'est là la promesse des lieux. Extrait de La Ville des enfants, le livre que vous avez consacré à Kidzania, Fantasmagorie du capital dans un parc d'attractions globalisé. C'est le sous-titre. On se retrouve dans quelques instants. On fait une petite récré, parce qu'on a notre Kidzania à nous, là, ça se passe par là, vous allez voir. Ouais, on va jouer. Emma. Il y a un débat sur les impôts pendant le jingle. Ouais, je suis ravi de payer les impôts. Mais non, moi je trouve très bien. Dans l'heure de la récré, donc voilà, l'heure de la récré, c'est un moment où on se détend un petit peu. On part aux États-Unis où il y a des Kidzania depuis peu, et c'était important pour eux, m'expliquer Sophie Corbier. Vous allez nous parler d'un ado un peu particulier, Eric. Oui, Eric Kilburn, qui mesure 2,08 m. Donc déjà, il est très grand et il a 14 ans. Et alors, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quelque chose du 23 US qui correspond à une taille 65 en France. Ah oui. Quand même. Donc vous imaginez bien qu'il a énormément de mal à se chausser. Il n'arrive jamais en fait à trouver des chaussures à sa taille et ça pose vraiment problème. Ça existe 65 ans. Alors en fait quasiment pas. Eric a réussi à trouver en taille 22. Donc lui il fait 23, mais il a réussi à trouver en taille 22. Mais la solution n'était pas satisfaisante, notamment parce qu'il n'a que 14 ans. Donc il va encore grandir. Il y a aussi une autre solution, c'est de se faire une paire sur mesure. Sauf que ça coûte extrêmement cher, entre 1 500 et 3 000 €, ce qui est énorme. Ses parents ont donc lancé un appel pour les marques de basket, appel qui a été très très vite entendu et qui a mobilisé beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Il faut des chaussures. Hein. Pour Marc, ça a marché. Absolument, ça a super bien fonctionné parce que la marque Reebok a été très très généreuse. Elle a envoyé à Eric 5 modèles qui avaient été spécialement fabriqués pour le basketteur Shaquille O'Neal, le plus grand pied de l'histoire de la NBA. Et le sportif a lui-même appelé le jeune ado pour l'encourager, lui dire t'inquiète, j'ai vécu la même chose. Tu vas réussir à te chausser. Génial. Il n'y a que Reebok qui a répondu ? Eh ben non, il y a même le directeur de Puma qui a pris contact avec la famille. Il a proposé de faire du sur-mesure pour Eric au même prix que des chaussures à la pointure normale. Et enfin, la marque Under Armour a aussi décidé d'aider Eric en venant scanner ses pieds pour pouvoir aussi proposer des chaussures pour tout le monde. Donc voilà, une histoire qui fera du bien aux gens qui ont des très très grands pieds. Chercher la morale de cette histoire, Emma, merci beaucoup. Non, il y a une philosophie dans cette émission, c'est une récré sérieuse. Sur les pieds, voilà. Merci beaucoup. Merci. Grand oral, Sophie Corbier. On visite aujourd'hui avec Sophie Corbier la ville des enfants, titre de l'essai qu'elle consacre au parc à thème Kidzania. Ça vient de sortir, c'est aux presses universitaires de France. Entreprise fondée en 1999 au Mexique, longtemps annoncée en France, mais toujours rien, 2 parcs seulement en Europe. C'est vrai que ça apporte une vision du monde dont on peut dire qu'elle n'est pas encore dominante partout. Pour le dire vite. Enfin, c'est très libéral. Je dirais qu'elle est largement dominante partout. Oui, mais de là à accepter qu'on confie nos enfants à des environnements de ce genre... peut-être que la France résisterait un petit peu plus, mais voilà, Lisbonne,
il y a quand même un mouvement, mais qui n'empêche pas la contestation, en fait. D'ailleurs, à Santiago du Chili, il y a eu de la contestation, notamment suite aux mouvements sociaux qu'il y a eu en 2019. Kidzania s'est faufilé dans les discours sur les réseaux sociaux au moment de ces mouvements sociaux qui demandaient une autre société, une société un peu moins libérale. Et donc, certains messages sur Twitter pouvaient dire « Quand est-ce qu'on ferme ce centre d'endoctrinement néolibéral ?» Voilà, donc c'est quand même un peu vécu comme ça. Oui, évidemment. Et les parents se rendent compte un peu quand même, non? Ils sont un peu, vous les décrivez comme à la fois contents parce que leurs enfants sont contents. Ouais. C'est une bonne raison d'être content quand on est parent, mais un peu, ils se rendent compte qu'il y a un truc, quoi. Alors, oui, ils sont contents parce que les enfants sont contents, et puis parce qu'ils trouvent que c'est intéressant pour eux de comprendre comment fonctionne le travail, des arbitrages sur l'argent, qu'on ne peut pas comme ça acheter tout ce qu'on veut. Enfin, parfois, ils espèrent qu'ils vont comprendre qu'il faut arrêter de demander tout le temps de l'argent à ses parents parce que c'est compliqué de gagner. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui joue au sein de la famille. Mais c'est vrai qu'ils se posent des questions, et en même temps, c'est le monde dans lequel eux-mêmes vivent. Ils sont eux-mêmes dans un monde libéral, ils travaillent dans ce monde-là, ils consomment dans ce monde-là. C'est aussi le monde des enfants. Mais il se pose la question des limites. Voilà, jusqu'où ça peut aller, et aussi la question de quel discours il faut avoir avec les enfants quand ils fréquentent Kidzania. C'est-à-dire qu'il y a un discours après où on peut, entre guillemets, débriefer avec ses enfants et dire bah, oui, c'est bien, mais est-ce que tu t'es rendu compte que là aussi, ça peut être une communication publicitaire qui est derrière, ce dont les enfants ne se rendent pas compte quand ils sont tout petits. Les petits, non? Non, vers 9-10 ans, ils savent. Ouais, ils décodent ça très bien, les même, marques, les les marques qui permettent de trouver des chaussures avec des grands pieds. Vous le dites quand même, les marchés et le capitalisme s'intéressent depuis très très longtemps à l'enfance. Il faut convaincre les enfants. Dès le 19e siècle. En fait, quand le capitalisme industriel se développe au 19e siècle, très très vite, et d'ailleurs quand on regarde les stratégies des grands magasins au 19e siècle, ils vont s'intéresser... C'est ça, vous dites qu'il y a tout de suite des catégories enfants. Ouais. On se rend compte que les parents sont prêts à dépenser beaucoup pour eux, pas tout de suite, mais assez vite. Il y a l'industrie pour jeu. Alors, et puis ça va, les années 60, ça explose. Les Américains inventent le baby shower, le truc, enfin, toutes les occasions possibles et imaginables. Ouais, au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secteur de l'enfance qui échappe au marché. C'est-à-dire qu'il y a des rayons spécialisés pour les habits, pour les jouets, pour tout. Pour la chambre, pour les meubles, voilà. Éduquer, promesse de Kidzania, est-ce qu'on éduque, est-ce qu'on offre un modèle éducatif qui est un modèle qui tourne vers l'esprit critique, etc. Ou est-ce qu'on n'est quand même pas vraiment vers un modèle qui est tourné vers tout le discours sur la question des compétences, le savoir-faire, les soft skills, comme on le dit, c'est très à la mode? Oui, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un modèle éducatif orienté vers le marché, c'est ça. Qui là encore n'est pas nouveau. Les sociologues qui travaillent là-dessus montrent qu'en fait c'est né aux États-Unis et en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. On voit déjà un rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation, et qui a cette volonté utilitariste, dite parfois pragmatique, mais voilà, de former les enfants, de les préparer à des compétences pour le marché. Ça a mis plus de temps à arriver en Europe, mais en Europe, ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne, avec la notion de compétence et de faire un marché des connaissances, ça va entériner finalement... C'est un document de la Commission européenne, si mes souvenirs sont bons, 2000, on doit être... Ouais, c'est soit 2000, soit tout début 2000, je me souviens pas exactement, mais voilà. Et qui dit qu'il faut faire de l'Europe la première économie de la connaissance mondiale, et pour ça, on va développer des compétences, etc. etc. Ouais, L'OCDE porte aussi ce genre de choses. Exactement, et ce qui permet en fait aussi de standardiser, en fait. C'est ce que les compétences, c'est plus standardisable, surtout les compétences liées au marché, que des connaissances qui peuvent plus être liées à des pays, à des histoires nationales. Ou à des... Pour terminer, Sophie, enfin, vous allez rester avec nous si vous voulez bien, on voyage dans le temps pour aller du côté de la France du début du XXe siècle, mais vous y avez passé des heures, et vous dites parfois pas désagréable, et puis parfois la nausée. Ouais, alors c'est où la sortie? Alors, c'est des lieux d'abord enfermés. Ouais. C'est des lieux où il y a de la musique constamment. Et c'est la même musique à Dubaï et à Santiago, parce qu'en fait, ces mini-villes sont très standardisées, donc on reconnaît tout de suite. C'est les mêmes guidelines, comme ils disent, qui se reproduisent pour fabriquer ces... Voilà. Il y a les bruits des enfants. Bah, vous allez dans une cour de récréation, vous entendez le niveau sonore, mais là, en plus, fermé avec cette musique et cette productivité ambiante. Donc, il y a des moments où c'est difficile. Et vous cherchiez la sortie. Moi, ça m'a fait penser à des casinos, ce que vous décrivez. Ouais. Alors, le côté à la fois enfermé, standardisé et addictif. Il y a une mère, d'ailleurs, qui compare ça à des casinos. Ah ben voilà. Vous voyez. La ville des enfants, vous restez avec nous? Oui. Emma, merci beaucoup. Merci. Cours particulier, Marie Olivier.
Le cours particulier de Marie-Olivier, Voyage dans le temps ou dans l'espace, pour parler de pédagogie. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Voyage dans le temps. Aujourd'hui, on va retrouver une femme dont on a déjà parlé dans cette chronique, mais elle a sa chronique à elle. C'est Élise Freinet. Exactement, Élise Freinet, dont j'avais parlé avec son mari Célestin, qui est bien plus connu, est l'un des piliers du mouvement de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle. Célestin et Élise qui fondent le mouvement Freinet de l'école moderne. Exactement. Ce mouvement, petit rappel, c'est un réseau collaboratif d'enseignants et de personnes qui sont intéressés par une pédagogie visant à rendre l'individu responsable, libre et solidaire. Il se base sur l'organisation coopérative avec le travail en groupe, le tâtonnement expérimental ou la méthode naturelle. On s'appuie sur l'élan de l'enfant. L'enfant doit s'éduquer lui-même et le maître l'accompagne. Et on dit toujours Célestin, Freinet. Et or, ce principe-là, il a été extrêmement influencé par Élise, celui de la libre expression. C'est ça, la maîtrise des différents moyens d'expression est un pilier essentiel de la méthode Freinet, voire la condition sine qua non pour que les enfants puissent communiquer leurs émotions et ainsi vivre avec les autres. Et c'est vraiment Élise qui en est à l'initiative, mais plus largement, Élise a une conception bien à elle de la pédagogie. Au point où on pourrait vraiment distinguer l'œuvre d'Élise de l'œuvre de Célestin ? Oui, c'est ça. En fait, ils vont de pair et sont assez complémentaires, mais selon l'historien Henri-Louis Gault, qui a mené une enquête sur Élise Freinet, Élise n'est pas assez mise en avant alors que sa conception de l'éducation est aussi originale qu'intéressante. Pourquoi ? Alors, petit point biographique. Élise est à la fois enseignante et artiste. Elle vient d'une famille d'instituteurs des Hautes-Alpes. Elle naît en 1898 et en 1920, c'est elle-même qui devient enseignante titulaire comme ses parents. Et en parallèle, elle étudie la peinture par correspondance. Et elle se fait déjà repérer à l'époque par un inspecteur qui est impressionné par sa méthode. Elle dessine très bien et en fait, elle inspire ses élèves. Elle se morfond un peu dans les Hautes-Alpes. Oui, elle s'ennuie un petit peu, vous avez raison, mais elle déménage à Paris en 1925, c'est l'année où elle rencontre d'ailleurs Célestin, et elle se met cette année-là d'ailleurs en congé de l'enseignement pour étudier à l'Académie de peinture de Paris. Congé de l'enseignement, mais n'abandonne pas sa passion pour la pédagogie demeure. Non, c'est tout le contraire, en effet, elle reste passionnée par la pédagogie et elle prône le dessin libre. Son idée, c'est que l'enfant doit vraiment laisser libre cours à son expression. Ce qui, dans mon souvenir, n'est pas dominant dans la façon d'apprendre le dessin à l'époque. Ah non, pas vraiment. Copie, Non. Quoique au début du XXe siècle, il y a quand même la méthode dite intuitive qui remplace peu à peu la méthode géométrique, qui était la méthode officielle à l'école. Il est alors question, avec Cravesson, qui est l'inventeur de cette méthode intuitive, de laisser libre cours à l'expression personnelle des élèves. Et Élise Freinet, elle va beaucoup plus loin. Oui, chez elle, c'est la liberté totale dans l'expression dès le plus jeune âge. Elle appelle cela le graphisme primitif, véritable expression de l'élan vital qui est cher au philosophe Bergson. D'accord, et c'est donc de là que vient la libre expression prônée par Freinet homme, Freinet Célestin dans le mouvement, c'est ça ? C'est ça, on l'attribue souvent à Célestin ou au couple, alors que cela vient plutôt d'Élise. Ils ont étudié cette méthode pendant plus de 8 ans à l'école de Bar. Elle a un esprit très rigoureux, très scientifique, Élise, en fait. Oui, exactement. Elle sait tout faire, en fait. Elle est artiste, scientifique. Voilà, c'est ça. Elle documente beaucoup ses expériences et ses travaux avec les enfants. Et elle écrit des articles réguliers qui ont d'ailleurs permis de retracer son influence si peu mise en avant aujourd'hui. Et des livres. L'enfant artiste sort en 1964. Dans ce livre, on y trouve des dessins, des gravures, des sculptures qui illustrent les textes d'Élise et d'autres enseignantes. Et en 1969, elle fonde aussi une revue qui s'appelle L'Art enfantin. Donc Élise, qui a une vision moderne de l'éducation, de l'enseignement artistique aussi. Comment c'est perçu ? Est-ce que laisser l'enfant aller vers ses désirs, à l'époque, ça passe ? Alors, c'est pas si mal reçu que ça, car même si sa conception de l'art et du dessin va à l'encontre vraiment des canons de l'époque, Élise et son mari ne veulent pas casser l'institution. Donc pour eux, l'institution bride la créativité, mais ils ne vont pas à l'encontre du système scolaire. Ils entendent plutôt le transformer en profondeur pour servir la croissance de l'enfant. Et puis l'élan spontané de l'enfant sert aussi une certaine rigueur. C'est ça, je cite Élise, « Dessiner n'est pas perdre du temps, mais au contraire en gagner, car ce besoin exigeant de faire les choses avec goût et minutie se retrouve dans d'autres disciplines et favorise l'activité créatrice sous toutes ses formes. » Alors une raison supplémentaire de se souvenir de son prénom, c'est qu'à la mort de Célestin Freinet, c'est elle qui prend la présidence du mouvement. C'est elle qui prend la présidence, exactement, pendant quelques années. Il n'y a pas de pérennité. Exactement, mais elle se retire finalement assez rapidement à cause de certains désaccords, ça continue quand même, et elle se consacre alors, elle, au musée d'art enfantin qui a été créé à Courzegoul, donc dans les Alpes-Maritimes, où étaient exposées des œuvres d'enfants. Et ensuite, ce musée devient nomade, donc dans toute la France. D'accord, donc elle est vraiment, on peut dire qu'elle a été une source d'inspiration très forte. Exactement, et elle l'est toujours d'ailleurs pour l'école du XXIe siècle, avec l'idée que les enfants, dès le plus jeune âge, doivent être eux-mêmes spontanés, connectés à leur fort intérieur créatif et non coupés de leur milieu naturel. Merci Marie. Ça fait des échos avec... Ouais. Alors Kidzania prône aussi les valeurs de la créativité, mais on voit que c'est pas orienté vers la même forme du sujet, on va dire. Kidzania, c'est
c'est plus un sujet quand même qui travaille, flexible, orienté vers... Adaptable, surtout. Voilà, la communication, etc. Et donc, ça contraste un peu. C'est compliqué d'ailleurs de comprendre ça, parce que dans l'usage des mots, toutes ces idées néolibérales, c'est des mots plutôt très sympathiques quand même. Parce qu'adaptable, il vaut mieux l'être, créatif, c'est sympa. Ouais, bien sûr. Mais ça dépend de comment c'est articulé et avec quoi. Et quand c'est articulé au travail, au marché, ça prend une coloration particulière. Voilà. Sophie, merci beaucoup. Marie, merci beaucoup. Je rappelle les références de votre ouvrage « La ville des enfants, fantasmagorie du capital dans un parc d'attractions globalisé ». C'est aux presses universitaires de France. C'est absolument passionnant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage Laure Audemont. En régie à Marine Plantec, assistée par Emma Frary. Et puis au son Maxence Mougin et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Moi, je prends mon passeport Kidzania et je vais jouer un petit peu. Allez, au revoir.